Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables, donc on les appelle aussi les DMR, qui sont faits dans tous les centres hospitaliers et les cliniques où il y a des blocs opératoires, mais pas que. Là, je vais vous présenter l'exemple de l'hôpital de Blois. Donc, je me présente d'abord, Céline Flatté, donc je suis un des pharmaciens de l'hôpital de Blois. Nous sommes plusieurs, mais je m'occupe entre autres de la stérilisation des dispositifs médicaux. Donc il faut savoir que c'est une partie de la pharmacie hospitalière qui est extrêmement réglementée. Tout est très réglementé dans le métier de pharmacien, mais notamment la stérilisation des dispositifs médicaux, puisque nous allons travailler sur des probabilités, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour rendre des dispositifs médicaux réutilisables qui soient stériles, mais on ne pourra jamais vérifier leur stérilité puisqu'à partir du moment où on ouvre un emballage, le produit par définition n'est plus stérile. Donc on a un contexte réglementaire qui est assez complexe puisque nous devons garantir cette stérilité. Donc, sans que vous appreniez ça par cœur, c'est juste à titre d'exemple, vous comprenez bien notre contexte réglementaire. Nous avons beaucoup de lois et de décrets qui régissent notre profession au niveau de la stérilisation. Donc, on a celle de janvier 2002 où on sait que la PUI est chargée d'assurer dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention, la dispensation des médicaments, certes, mais aussi des produits et des objets, ainsi mentionnés à l'article 42.11.1, peu importe, mais surtout aussi les dispositifs médicaux stériles et le cas échéant des médicaments expérimentaux. Et il faut également en assurer la qualité. Donc ça, c'était en 2002, c'était assez nouveau. Et puis, il y a eu plein d'autres textes qui sont venus compléter tout ça. Puisque, en fait, à l'époque, il y a fort longtemps, chaque bloc opératoire, surtout s'il y avait plusieurs sites dans un établissement, chaque bloc opératoire avait sa petite stérilisation qui était plus ou moins contrôlée, plus ou moins de qualité correcte. Chacun faisait un peu comme il voulait. Donc à partir du moment où on a eu des textes qui ont régi cette partie du traitement du matériel, nous avons vu arriver les stérilisations centrales qui ont permis de centraliser cette étape du processus du DM pour garantir la sécurité des patients toujours. Le but, il est toujours le même. Donc la PUI, elle est chargée de mener ou de participer à toute action d'information sur les médicaments, le matériel, les produits ou les objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, donc ça c'est plutôt pour les produits, et de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance, c'est une autre partie, et à la matériovigilance, et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles. Donc là, on voit bien que les dispositifs médicaux stériles, tout ce qui est stérilisation, fait partie intégrante des missions des PUI. Et puis enfin, on en a d'autres, mais je ne vais pas tout y retenir. On en a aussi également qui précisent comment on fait pour avoir l'autorisation d'avoir une stérilisation, c'est-à-dire que quand on a une pharmacie à usage intérieur, c'est-à-dire une pharmacie à l'hôpital, on demande une autorisation au niveau de l'ARS pour pouvoir exercer la stérilisation des dispositifs médicaux. Et puis on a des contrôles réguliers, des inspections régulières pour voir si on est conforme aux bonnes pratiques. Voilà, donc on décrit les organisations, bien sûr, selon tous les articles qui sont précis. Ce qui régit vraiment la stérilisation au jour d'aujourd'hui dans les pharmacies hospitalières, c'est les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. Donc la version officielle, celle date de juin 2001, c'est la plus importante. S'il y en a une à retenir, c'est vraiment celle-là, puisqu'elle décrit tout le processus de stérilisation dans l'annexe 1, enfin la ligne directrice particulière 1. Elle décrit l'organisation générale et les responsabilités, les personnels, les locaux, les équipements, le système documentaire, le processus de prise en charge de la ST, le stockage, le traitement des non-conformités, etc. etc. Il faut savoir que juin 2001, ça commence à être un peu vieux, mais nous avons d'autres versions qui sont à disposition, mais qui n'ont pas été sorties par le ministère, mais notamment par la Société française des sciences de stérilisation, la SF2S, qui nous met à disposition des bonnes pratiques de stérilisation
qui sont plus récentes, elles, et qui sont adaptées à nos pratiques actuelles. Parce que depuis 2001, fort heureusement, ça a évolué un petit peu. Mais la réglementation pour les locaux reste la même, et puis le principe de la marche en avant également, il y a des principes de base qui sont les mêmes depuis juin 2001. Donc l'organisation générale, et ce qu'on sait, c'est que la stérilisation d'un dispositif médical est déterminée par l'ensemble des opérations nécessaires à l'obtention et au maintien de l'état stérile de ce dispositif. Les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux comportent d'une part une étape de pré-désinfection et d'autre part les étapes de préparation des dispositifs médicaux. Donc ça, on va revoir ça après. Donc on a l'après-désinfection qui va être fait au plus près du patient, au plus près de l'utilisation du matériel. Et puis ensuite, vraiment proprement dite en stérilisation, et je vous montrerai ça tout à l'heure, on a la partie nettoyage ou lavage, la partie conditionnement ou recomposition, la stérilisation proprement dite, donc c'est le passage dans l'autoclave, les contrôles des différentes opérations, et puis enfin le stockage et la mise à disposition. Donc vous voyez bien que stériliser un dispositif médical, ça ne se résume pas à passer le produit, ou le matériel plutôt, à passer le matériel dans un autoclave. On va voir maintenant quelques définitions. Donc c'est pareil, il faut les comprendre plus que les apprendre par cœur, mais c'est pour que vous compreniez bien comment ça marche et ce qu'on cherche, surtout en stérilisant les dispositifs médicaux. Donc la stérilité, qu'est-ce que c'est? Dans la définition, c'est l'absence de tout micro-organisme viable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, si on faisait des prélèvements dans nos boîtes ou dans nos sachets, on devrait pouvoir prouver que nous n'avons aucun micro-organisme viable, que ça ne pousse pas sur les boîtes de pétri, sur les dispositifs médicaux. Donc la définition, comme on ne peut pas avoir de contrôle systématique, on ne peut pas ouvrir la boîte, puisqu'à partir du moment où la boîte est ouverte, elle n'est plus étanche et donc elle ne sera plus stérile, on a des probabilités, c'est-à-dire qu'on a des définitions théoriques, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc la stérilité, pour qu'un dispositif médical puisse être étiqueté stérile, la probabilité théorique qu'un micro-organisme viable soit présent sur un dispositif doit être égale ou inférieure à 1 pour 10 puissance 6. Donc vous voyez bien qu'on se base sur des probabilités puisqu'on ne peut pas vérifier notre stérilisation. Donc tout est mis en œuvre, c'est pour ça qu'on a un système qualité qui est assez draconien en stérilisation, c'est que tout est mis en œuvre pour garantir cette probabilité. La stérilisation, c'est donc la mise en œuvre d'un ensemble de méthodes et de moyens qui visent à éliminer tous les micro-organismes vivants, de quelque nature que ce soit, et qui sont portés par un objet parfaitement nettoyé. La stérilité, bien sûr, elle n'est possible que dans le cadre de la protection de cet état. C'est-à-dire que si on stérilise un DM dans un autoclave, mais que l'emballage n'est pas bien étanche, ou pas bien fermé, ou qu'il y a des trous dans cet emballage, comprenez bien que ça ne sera plus étanche et que du coup, la protection de l'état stérile n'est pas garantie puisqu'il va y avoir de l'air qui va entrer à l'intérieur avec probablement des particules et des bactéries. En schéma, parce que c'est plus simple, le principe de la stérilisation, c'est-à-dire qu'on va diminuer la probabilité de trouver des micro-organismes viables. Donc on a le nombre de germes au départ qui est là et qui va diminuer avec le procédé de stérilisation selon le temps ou la température, avec le temps et la température. Donc vous voyez bien qu'en fait, on a une corrélation entre le temps et la température, ce qui va expliquer le cycle de stérilisation qui va se passer derrière. Comme dans toute la médecine, on n'atteint jamais le risque zéro, puisque c'est une probabilité, donc on diminue. Mais il faut savoir qu'une stérilisation sera d'autant plus efficace que le matériel à stériliser est propre. Tout bêtement, parce que si vous partez de là et qu'il y a un matériel qui est extrêmement sale, vous avez du mal à descendre d'autant, puisqu'on a un temps et une température qui sont fixes. Si on part d'ici, ce sera plus facile d'y arriver. Ensuite, nous avons la décontamination. Donc ça, c'est pour un peu vous expliquer les termes, mais après, vous allez vite comprendre au fur et à mesure du cours. La décontamination, c'est l'opération au résultat momentané qui permet d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes indésirables en fonction des objectifs fixés. C'est-à-dire qu'on a toujours cette histoire de probabilité et on va essayer d'éliminer un maximum de micro-organismes pour arriver à la probabilité finale qu'on désire.
La désinfection, c'est une opération au résultat momentané qui permet d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés. En gros, la désinfection, c'est un petit peu plus large. Pour arriver à ça, on a inventé différentes méthodes de stérilisation. Je vais vous expliquer les différentes méthodes de stérilisation qui existent un peu partout, mais je vais surtout m'attarder à celle qui est celle de référence en fait au niveau des hôpitaux, puisqu'on a surtout ici à l'hôpital, dans tous les établissements de soins, celui qui fait valeur de référence, qui est la méthode de référence, c'est la stérilisation par la vapeur d'eau et notre fameuse autoclave. On va le détailler après. Ensuite, nous avons la stérilisation par le peroxyde d'hydrogène, ce qu'on appelle les stérades, c'est la stérilisation basse température. Stérade, c'est une marque, hein. Alors c'est devenu un peu dans le langage courant, mais aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui existent, donc il faut plutôt dire c'est la stérilisation à basse température, qui est à base de peroxyde d'hydrogène, et c'est pour les dispositifs thermosensibles et compatibles avec cette méthode. Nous n'en avons pas sur l'hôpital de Blois, par contre il y en a un à la polyclinique, tout bêtement puisque en fait les hôpitaux et les cliniques qui sont équipés d'un robot nécessitent des dispositifs médicaux qui sont thermosensibles et qui ne peuvent pas être traités par l'autoclave, donc ils sont traités par le peroxyde d'hydrogène. On a également la possibilité d'une stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Donc vous avez sur les BM le petit stérile et EO que vous avez ici. Et puis vous avez le rayonnement ionisant, pareil, vous avez le petit logo stérile avec le R pour rayonnement. Donc ça, c'est les quatre principales méthodes de stérilisation possibles, sachant que ce qu'on va détailler principalement, c'est l'autoclave. Donc la stérilisation par la chaleur humide, c'est la méthode de référence dans les établissements de santé, celle qui a fait ses preuves, celle pour qui on a le plus d'études et qu'on sait que la probabilité est garantie. Donc on doit stériliser à la vapeur d'eau tout ce qu'il peut l'être. C'est les recommandations, c'est la loi et c'est notre système réglementaire à nous. La production, en fait, c'est une production de vapeur d'eau qui va être générée par un chauffage sous pression. Donc on va avoir un apport d'énergie et un apport d'eau. On est en vapeur sursaturée. Et ça va permettre, cette vapeur sursaturée va aller dénaturer les protéines des bactéries et des micro-organismes, de toutes les structures protéiques. Donc ça peut valoir pour les bactéries, pour les virus, mais également les structures protéiques telles que les prions. Donc ça dénature les macromolécules bactériennes sous l'action de la chaleur par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques, c'est-à-dire des protéines, les enzymes, les ARN, les ADN, etc. Donc, on appelle ça en général, enfin, ça s'appelle un autoclave, qui est soumis, pareil, à beaucoup de réglementations. Les avantages des autoclaves et de la stérilisation par la chaleur humide, c'est que c'est un procédé qui est relativement fiable, qui est connu, étudié depuis de longues années, donc on a un recul qui nous permet que ce soit un processus très fiable. C'est simple à mettre en œuvre, il faut beaucoup de place et c'est très technique, mais on connaît, donc c'est assez simple finalement. C'est rapide, c'est économique, parce qu'on a juste la production de vapeur d'eau. Et il n'y a pas de résidus toxiques, puisqu'on n'utilise pas de produits chimiques, c'est juste de la vapeur d'eau. L'inconvénient, c'est que les produits thermosensibles ne peuvent pas être stérilisés par la vapeur d'eau et qu'il y a certains produits qui s'abîment au fur et à mesure d'utilisation de la chaleur. Je vous ai mis en exemple quelques cycles de stérilisation. Donc le cycle proprement dit, aujourd'hui, de nos jours, on n'en a plus qu'un seul, c'est le cycle, ce qu'on appelle le cycle instrument. Et puis, je vous ai mis en exemple le cycle, ce qu'on appelle le cycle de Bovidic. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser un autoclave, ce qui est très réglementé, on doit faire différents tests. Donc il y a des tests qui doivent être faits quotidiennement, d'autres de manière hebdomadaire. Mais par exemple, le cycle de Bovidic, le cycle BD, c'est un test qu'on doit faire tous les jours pour voir la pénétration de la vapeur. C'est-à-dire que la vapeur, quand elle va être saturée, quand elle va être dans l'autoclave, elle va devoir franchir les différents emballages que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc il y a
Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais du coup, on doit vérifier que la vapeur d'eau va bien pénétrer à travers tous ces emballages pour aller stériliser les DM qui sont à l'intérieur. Pour ça, on met un test qui, en général, alors il existe des tests électroniques aujourd'hui dans différents établissements. Nous, on a gardé le choix d'un test classique papier, mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on a un indicateur de couleur qui se trouve sous une multiple couche de différents papiers. Et on met les tests de BD comme ça dans l'autoclave, au milieu de l'autoclave, pour vérifier que la vapeur va bien pénétrer, traverser toutes les couches de papier et changer la couleur de l'indicateur pour nous dire que la vapeur pénètre bien correctement. Si le cycle de Bovidic de l'autoclave quotidien n'est pas conforme, on ne peut pas utiliser l'autoclave puisqu'on ne peut pas garantir la stérilité de nos boîtes derrière. Donc ça, c'est indispensable. Donc, à savoir aussi, c'est que dans un cycle d'autoclave, on le revoit après, on a différentes étapes. C'est-à-dire que souvent, on résume le cycle de l'autoclave à nos 134 degrés 18 minutes, on va voir ça ensemble après. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une phase de pré-traitement qui est très importante, il y a le plateau de stérilisation, bien sûr, et il y a aussi toute la phase de séchage et de retour à pression atmosphérique qui est hyper importante aussi. C'est ce que je vous explique ici. Donc en pratique, on a le chauffage, donc ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire qu'on a le chauffage pour éviter la condensation de l'eau. On va évacuer l'air par des successions d'injections de vapeur et de vide. Et puis on va monter en température par injection de vapeur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le plateau de stérilisation ou la phase de stérilisation qui va durer 18 minutes à 134 degrés. Et ensuite, on refait un vide terminal après cette phase de stérilisation pour assurer l'évacuation de la vapeur et le séchage de la charge. Ensuite, on va avoir un retour à la pression atmosphérique par introduction d'air filtré et refroidissement de la charge. Toutes ces étapes sont très importantes pour garantir la stérilité du dispositif médical. Ce n'est pas uniquement la phase de stérilisation. Pourquoi? Parce que si on a un mauvais pré-traitement, ça veut dire qu'il peut rester de l'air dans les sachets ou dans les boîtes, et du coup la vapeur d'eau ne va pas aller partout, ne pourra pas aller détruire tous les micro-organismes possibles, premièrement. La phase de stérilisation, bien sûr qu'elle est primordiale, et que s'il y a un problème au niveau de cette phase, on ne peut pas garantir la stérilité, c'est évident. Et puis la phase de séchage est aussi très importante, puisque si un dispositif est mouillé, on ne peut pas l'accepter, puisque par définition, quand nous avons de l'eau sur les DM, on a une recontamination bactérienne qui est extrêmement rapide, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser le dispositif médical ensuite pour le patient. Donc toutes ces étapes sont importantes et toutes doivent être vérifiées, pas uniquement le plateau de stérilisation. Alors il existe un film que je ne vais pas vous intégrer ici, sur YouTube, tout bêtement, qui est très bien fait pour comprendre avec des sachets à l'intérieur d'un autoclave. On a le film d'un cycle d'autoclave en accéléré, je vous rassure, parce que le cycle, ça dure à peu près 1h20, 1h30 selon les autoclaves. Donc là, je vous rassure, c'est un film qui est raccourci, ça dure 3-4 minutes, mais ça vous permet de bien comprendre les différentes phases et puis surtout de voir comment font les sachets. Vous verrez qu'ils sont gonflés à certains moments, puis le vide s'installe, donc voilà. Donc c'est intéressant à regarder. Donc pour comprendre, c'est stérilisation par la vapeur d'eau cas de l'autoclave et ça vient de prof de biotech, mais franchement c'est très très bien fait, ça vous permet de bien comprendre le principe. Donc, l'autre mode de stérilisation que je vous disais, qui peut être utilisé également dans les hôpitaux et dans les cliniques, c'est la stérilisation par peroxyde d'hydrogène. Bon, je vous ai mis Stera, c'est vraiment le plus connu, mais il y a plein d'autres marques qui existent aujourd'hui, donc ça s'appelle plutôt la stérilisation à basse température. Donc en fait, le mode d'action, c'est qu'on met du peroxyde d'hydrogène, c'est l'H2O2 qui est là. On va mettre du gaz dedans et on va avoir comme résidu de l'eau et de l'oxygène. L'avantage, c'est que c'est dans des températures très faibles dans ces cycles puisque ça ne va pas au-delà de 50 degrés et le cycle dure moins d'1 heure. Nous, au CH de Blanc, on n'en a pas encore pour le moment. Pour les instruments ne supportant pas la stérilisation avec les fortes chaleurs, on a notamment pour tout ce qui est les endoscopes, on a un local centralisé de désinfection des endoscopes avec du matériel spécifique, mais du coup, ce n'est pas la stérilisation centrale qui traite ce genre de dispositif.
Et nous n'avons pas de robot encore chez nous, donc nous n'avons pas eu besoin d'acquérir ce genre de dispositif. Ensuite, alors les deux prochains procédés, ce sont des procédés qui ne sont pas du tout utilisés en milieu hospitalier parce que ce sont des procédés qui sont assez dangereux et qui sont longs. Donc on ne peut pas se permettre de mettre en quarantaine nos dispositifs médicaux pour les patients pendant 5 ou 6 jours. C'est absolument impossible. Donc la stérilisation par l'oxyde d'éthylène, vous vous rappelez sur l'étiquette, c'est un petit stérile avec OE, comme oxyde d'éthylène, ou EO, selon comment, si c'est en anglais ou pas. C'est un gaz incolore à température ambiante qui est inflammable et il est utilisé en présence de vapeur d'eau. L'avantage, c'est que c'est aussi une stérilisation à basse température. Par contre, la durée des cycles est de 3 à 6 heures. Ça agit par une alkylation des protéines, donc le résultat est le même qu'avec la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir une destruction de toutes les protéines et donc une destruction de tous les organismes viables. Par contre, c'est extrêmement toxique, donc on peut avoir des troubles respiratoires, des troubles digestifs, des atteintes neurologiques. Donc en fait, on a des conditions draconiennes pour utiliser la stérilisation par oxyde d'éthylène, aussi bien pour la protection des locaux que surtout pour la protection du personnel. Et on a des cycles spéciaux de dégazage, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de mettre le matériel en quarantaine pour que l'oxyde d'éthylène s'enlève des emballages, et donc on appelle ça une adsorption sur les polymères, c'est-à-dire qu'on a une durée de désorption à respecter, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine pour ces dispositifs médicaux à respecter avant de pouvoir le mettre au marché. Ce qui fait que ça nécessite un certain temps. Donc, ce qui explique des fois certaines ruptures au sein des laboratoires quand ils ont un problème sur un lot, le temps de refabriquer un lot d'un DM et de le restériliser à l'oxyde d'éthylène avec la quarantaine qui va derrière, forcément, on a du mal à s'approvisionner. Également, la stérilisation par rayonnement ionisant, donc c'est pareil, on va avoir une ionisation avec la formation de radicaux libres qui vont entraîner la destruction des protéines et également la destruction, la cassure de l'ADN et de l'ARN, donc c'est des rayons gamma. Donc c'est des sources de rayonnement radioactif, donc vous vous doutez bien qu'on ne fait pas ça dans son garage, qu'on a un procédé industriel qui est draconien avec un coût extrêmement important. Et pareil, on a des temps de désorption qui sont très importants, ce qui fait que je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez, on a une nécessité d'avoir une installation hyper pointue et on a besoin d'énormément de temps aussi. Voilà, c'est juste pour votre information. Nous, dans les établissements de soins, notamment à Blois, on utilise principalement l'autoclave, parfois le peroxyde d'hydrogène, mais nous à Blanc on n'utilise que l'autoclave c'est un choix, c'est comme ça, peut-être que ça évoluera, mais pour le moment c'est comme ça. Donc, ce qu'on appelle le cycle de stérilisation, là c'est le cycle de stérilisation du dispositif médical réutilisable. Donc c'est-à-dire que c'est toutes les étapes qui vont constituer la stérilisation. Comme je vous disais au départ, la stérilisation, ce n'est pas uniquement le passage dans l'autoclave. Vous avez bien compris que l'autoclave, ce n'est pas non plus uniquement le plateau de stérilisation. Donc c'est un ensemble de procédés qui vont garantir la stérilité du dispositif. Et toutes les étapes doivent être correctement respectées. S'il y en a une qui n'est pas correctement respectée, on ne peut pas garantir la stérilité du DM et la garantie optimale pour l'utilisation auprès du patient. L'objectif final, c'est toujours l'utilisation auprès du patient. Donc, dans un cycle de stérilisation, alors celui-là il est un peu plus compliqué, on va prendre celui-ci qui est plus simple. On a d'abord l'utilisation auprès d'un patient du DM, une pince, des ciseaux, un optique pour faire des célios, etc. Donc dans les services ou au niveau du bloc opératoire. Directement dans le service, on va avoir ce qu'on appelle la pré-désinfection. Je vais parler tout à l'heure de la décontamination. Les deux termes sont utilisés. Vous allez voir à quoi ça sert. Ensuite, nous arrivons en stérilisation. Le matériel il va arriver en stérilisation. On a le nettoyage, le lavage. Puis on va avoir le conditionnement. Puis on va avoir la stérilisation avec le passage dans l'autoclave. Et puis on va avoir le stockage, souvent dans les services ou dans le bloc opératoire. On peut avoir une petite partie de stockage dans certaines stérilisations. Ce n'est pas le cas à Blois, mais ça peut arriver dans certaines stés qu'on ait un stockage stérile en bas. Souvent elles sont en bas les stérilisations, mais dans la stérilisation. Vous voyez qu'il y a les flèches qui vont toujours dans le même sens, pour la simple et bonne raison que nous sommes soumis
à la règle de respecter le principe de la marche en avant. C'est-à-dire que le matériel, à partir du moment où il commence le cycle, il doit toujours avancer. Jamais, jamais il n'a le droit de revenir en arrière. C'est-à-dire que si on l'a stérilisé, on ne le repasse pas au nettoyage ou on ne le repasse pas en pré-désinfection. Si on l'a stérilisé, il va passer du côté stockage et il va pour l'utilisation. Donc on doit respecter ce principe de la marche en avant. Si vous avez une chose à retenir sur le principe de la stérilisation, c'est le principe de la marche en avant. On ne peut jamais revenir en arrière. Et ça, c'est important à savoir parce que ça implique certaines contraintes. C'est-à-dire que même au niveau des flûtes personnelles, on a des règles pour l'habillage, pour le traitement des DM qui sont soumis qui sont régis par ce principe de la marche en avant. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis on a des flux d'air aussi qui sont définis en fonction de cette marche en avant. Donc on a vu tout à l'heure, d'après la probabilité, vous vous souvenez de la courbe, qu'on ne stérilise bien que ce qui est propre. Donc pour stériliser, avant l'étape de stérilisation, vous vous doutez bien qu'on doit nettoyer le matériel et on doit aussi faire un pré-traitement. Le pré-traitement, en fait, il vise à limiter la contamination des DM souillés et de l'environnement et puis sert aussi à protéger le personnel. C'est-à-dire qu'à la stérilisation, quand on reçoit le matériel, si rien n'était lavé et qu'en plus on le recevait peut-être 3 heures après, ça veut dire que le sang a le temps de coaguler, de sécher, les micro-organismes ont le temps de se développer, de former ce qu'on appelle un biofilm, je vais vous montrer ce que c'est. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à le nettoyer et à le rendre propre. Et on a vu qu'on ne stérilisait bien que ce qui était propre. Donc si on ne le pré-traite pas, si on ne fait pas une pré-désinfection, on ne peut pas avoir un matériel propre correctement derrière comme il faut. Et donc un matériel stérile et utilisable correctement pour le patient. Donc, et ça protège aussi bien sûr le personnel, puisque si on recevait le matériel tout sale, plein de sang, ça veut dire que le personnel de la stérilisation serait obligé de mettre les mains dans quelque chose d'extrêmement sale. Alors que là, c'est fait de manière à ce qu'on puisse protéger à la fois le personnel du bloc ou des services et le personnel de la stérilisation. La réception au niveau de la stérilisation et le tri permettent de choisir la filière de traitement adaptée aux dispositifs médicaux. Effectivement, il y a certains dispositifs médicaux qui ne supportent pas encore le lavage, par exemple en laveur désinfecteur. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des gros lave-vaisselle en quelque sorte. Et donc on doit choisir et trier les dispositifs médicaux et regarder un peu ce qu'on reçoit pour voir s'il manque au premier coup d'œil quelque chose ou pas, parce que c'est la première alerte. Et puis, on a le nettoyage donc avec les laveurs désinfecteurs qui vise à obtenir le niveau minimum de contamination. C'est-à-dire que le matériel, quand il sort du lavage, quand il sort du mur de lavage, il doit être propre, sec, il doit être parfaitement propre. Donc on a le côté lavage, donc souvent dans toutes les stérilisations, en fait, on a ce qu'on appelle des murs de lavage. Les murs de lavage, c'est tout bêtement en fait qu'on a plusieurs laveurs désinfecteurs qui sont les uns à côté des autres. Et le mur est fermé, ce qui fait que ça nous cloisonne les deux zones. C'est d'autant plus important qu'il y a un différentiel de pression entre les deux zones et de flux d'air. C'est-à-dire qu'on est en surpression dans les zones les plus propres, de manière à ce que quand on ouvre les portes, l'air puisse s'enlever. Et donc les particules partent avec, de manière à diminuer le risque de contamination par les zones sales. Donc quand on passe en conditionnement, eh bien on est dans une zone qui est à atmosphère contrôlée, puisqu'on est en zone propre. Elle doit permettre le passage de l'agent stérilisant, puis la conservation de l'état stérile. C'est-à-dire qu'on doit conditionner et recomposer le matériel. Donc recomposer, ce que j'appelle recomposer, c'est pour le bloc opératoire, on va voir des exemples en vidéo après. Vous avez par exemple une boîte à recomposer dans un conteneur. Il faut le recomposer de telle et telle manière. Pourquoi c'est important? C'est que le chirurgien il fait son intervention selon certaines étapes, selon une certaine méthodologie. En fait, les instruments sont rangés selon les étapes de l'intervention. Et donc, si on ne met pas le bon matériel au bon endroit, comme il faut, et en bon état de marche, le chirurgien ne pourra pas opérer correctement le patient. Et c'est toujours ennuyeux quand le patient est ouvert et endormi de s'apercevoir qu'il manque un instrument dans la boîte ou qui n'est pas en état de fonctionner correctement.
Donc on a quand même un rôle extrêmement important et une certaine responsabilité. Les agents les sensibilisent de plus en plus à cette responsabilité puisqu'ils ont quand même un rôle très important à jouer. Ce n'est pas un sous-métier d'être agent de stérilisation, au contraire, puisqu'il faut une certaine expertise du matériel, savoir s'il est en bon état, savoir à quoi il sert, comment le monter, comment le ranger ou le mettre dans une boîte. Donc, même si on a des logiciels pour nous aider, il faut quand même avoir une certaine expertise. Donc, ce n'est pas un sous-métier, loin de là, et ça nécessite une formation qui est extrêmement longue. La stérilisation, bien sûr, est réalisée dans un appareil qualifié, c'est-à-dire que la stérilisation dans l'autoclave, c'est pas un jour, on l'installe comme ça, on fait quelques tests et puis ça roule pendant 10 ans comme ça. Non, pas du tout. On a des qualifications qui sont faites, qui sont obligatoires et on doit prouver ces qualifications au niveau de l'ARS ou au niveau des organismes qui contrôlent ce qu'on fait, notamment la certification ISO 9001. Donc on a des tests qui sont faits, on a des maintenances qui sont faites tous les 6 mois, des qualifications qui sont faites selon des tests bien définis, selon des normes, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, et qui sont faits une fois par an. Mais pour tous les instruments, même pour les laveurs désinfecteurs, même pour les thermosoudeuses qu'on va voir tout à l'heure, tout est défini dans des normes et on doit répondre à des qualifications qui sont assez draconiennes. Le stockage, bien sûr, s'il y en a en stérilisation, est effectué dans des conditions rigoureuses, mais pareil, ça doit être fait dans des conditions rigoureuses aussi dans les services ou dans les blocs. Pourquoi? Je vous ai dit qu'on doit garantir l'intégrité des emballages et que si l'emballage est percé, troué ou que le filtre d'un conteneur est tombé ou que les sachets sont percés, on ne peut plus garantir la stérilisité du dispositif médical, il ne peut pas être utilisé. D'où l'intérêt d'avoir un stockage très réglementé et comme il faut, dans les règles de l'art. Donc je reviens sur le pré-traitement ou l'après-désinfection. Donc je vous ai parlé de biofilm. Donc dans le cours, on vous demande de vous expliquer ce que c'est qu'un biofilm. En gros, un biofilm, c'est un ensemble de micro-organismes et de leurs sécrétions macromoléculaires qui sont présents sur la surface d'un matériau. En gros, pour vous donner un exemple et que ce soit plus parlant, c'est quand vous avez un petit peu d'eau dans votre évier. Si vous laissez un petit peu d'eau dans l'évier, au bout d'un moment, si vous touchez le fond de votre évier, vous avez une espèce de couche gluante au fond de votre évier, un peu collante, un peu gluante. Et bien c'est ça le biofilm en fait. C'est les bactéries qui sont capables de se regrouper et de faire des substances, une sorte de mucus, qui font une espèce de substance collante au niveau des surfaces. Donc il peut se former en surface des dispositifs médicaux à partir de 3 heures en milieu contaminé. 3 heures finalement c'est pas long. Il constitue une protection pour des bactéries susceptibles de libérer des endotoxines. Ce film, il permet aux bactéries de résister au traitement de stérilisation et de pré-désinfection, c'est-à-dire qu'ils vont devenir résistants aux agents, aux détergents désinfectants, puisqu'ils vont se protéger en quelque sorte. Ça va protéger les bactéries et ça ne va pas les détruire, même la vapeur d'eau saturée peut ne pas pénétrer jusqu'aux bactéries et donc ne pas les détruire. Donc c'est très important d'agir et de faire le pré-traitement et la pré-désinfection au plus près de l'utilisation du dispositif médical pour éviter la formation de ce biofilm qui remet en jeu la stérilisation du dispositif à terme derrière. Le seul moyen d'éliminer ce biofilm, c'est de procéder du coup à ce pré-traitement puis à un nettoyage rigoureux avec un détergent enzymatique avant tout procédé de traitement. Je vous ai mis une petite photo pour que ça vous parle un peu avec la biofilm. Donc là, c'est un pseudo-aeruginosa, mais peu importe la bactérie que c'est. Et vous voyez les petits filaments qui se créent entre les bactéries, qui fait qu'elles vont se protéger entre elles. C'est comme si on avait des filaments qui s'entrechoquaient pour faire un biofilm. Donc l'après-désinfection, c'est quoi? C'est quand déjà? C'est le plus rapidement possible après l'utilisation des DM pour éviter que les matières organiques, le sang, les liquides biologiques, etc., ne sèchent sur l'instrumentation. Et où? C'est au plus près du lieu d'utilisation. Donc quand c'est au bloc, c'est au niveau du bloc opératoire. Quand c'est dans les services, c'est les services qui font l'après-désinfection. Le procédé, on a une préparation d'un bain détergent, donc vous respectez selon les détergents qui sont en vigueur selon les marchés, clairement. Donc on a en général une quantité de détergent fixe avec un volume d'eau fixe. Et on a même ce qu'on appelle des centrales de dilution, c'est-à-dire que ça délivre directement
la bonne quantité de produit par rapport à la bonne quantité d'eau. C'est pareil, ces centrales de dilution elles doivent être vérifiées régulièrement. On ouvre bien sûr les instruments à branches et on démonte les parties amovibles et on irrigue les corps creux de manière à faire passer l'eau, souvent à la seringue. On trempe les instruments, ils doivent être totalement immergés pendant 10 à 15 minutes selon les produits référencés. En ce moment, on a un produit, c'est 10 minutes, mais il y a 2 ans, on avait un produit, c'était 15 minutes, peu importe. Le tout, c'est de se fier aux recommandations du fournisseur du produit. Et puis, on a brossage éventuellement, écouvillonnage des parties creuses et rinçage des instruments à l'eau. C'est-à-dire quand le matériel arrive en stérilisation, le produit est prêt, désinfecté et rincé pour éliminer une grande partie des souillures et des produits chimiques. Ensuite, maintenant, là, on arrive au niveau de la stérilisation. Jusque-là, on était au plus près du patient. Parce que je vous ai dit que le pré-traitement s'était fait soit dans les services, soit dans le bloc, puisque c'est au plus près de l'utilisation d'IDM. Là, on arrive en stérilisation. Donc, le bloc, nous, à Blois, on a un circuit propre, un circuit sale, c'est-à-dire que le circuit sale, c'est un vieux mont de charge, mais qui a le mérite d'exister, d'avoir un circuit sale, pour faire descendre notre matériel. Et puis, dans les services, ça arrive dans des bacs qui sont déposés le soir ou le matin à la stérilisation. Donc là, on a la réception du matériel, on vérifie ce qu'on nous donne, et puis on vérifie ce qu'on a dans le bac de pré-désinfection et on trie le matériel selon ce qui peut aller en laveur désinfecteur ou pas. La tendance, c'est de laver le plus possible en laveur désinfecteur puisque on a une vérification possible de ce qui est fait, puisque toutes les phases de lavage sont enregistrées. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de les passer en laveur désinfecteur. Le nettoyage, il doit permettre d'éliminer les salissures et d'atteindre le minimum de contamination avant la stérilisation des DM. Toujours dans le même but, on a vu qu'on ne stérilisait bien que ce qui était propre. Donc ça veut dire que si on n'a pas un nettoyage de bonne qualité, ça compromet l'efficacité de la stérilisation. Le lavage en machine est toujours préférable au nettoyage manuel, car il assure la reproductibilité du traitement et permet la traçabilité des opérations. Et puis enfin, le nettoyage, ça permet aussi la vérification et le tri du matériel, c'est-à-dire que dans une même intervention, on peut avoir du matériel plus fragile qui nécessite un lavage machine, mais de différents types, et du matériel qui doit être branché ou irrigué, donc sur un autre portant. Donc ça, tout le tri est fait au niveau du lavage. Je vous ai mis des photos pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. Donc ça, ce sont les anciens laveurs qu'on avait à l'hôpital de Blois. On a eu 4 nouveaux laveurs désinfecteurs l'année dernière d'installer à l'hôpital de Blois. On est encore en cours d'apprivoisement, on va dire, mais ce sont des laveurs qui sont beaucoup plus rapides, qui lavent très très bien, heureusement, ils sont très efficaces. On doit juste encore s'habituer aux modifications de pratique. Donc le nettoyage, l'efficacité du nettoyage dépend de la combinaison de plusieurs actions, les actions physico-chimiques du détergent, une action mécanique par aspersion et brassage dans une machine ou brossage manuel, quand c'est en lavage manuel, et puis une action thermique par le chauffage de la solution de lavage et de rinçage. En gros, là, quand on a un laveur désinfecteur, on va dans la phase de séchage, dans la phase de pré-désinfection, de traitement, on va jusqu'à 90 degrés. Donc au déchargement de la machine, la vérification du séchage est effectuée avant le contrôle des instruments. Ces étapes interviennent après le nettoyage et elles doivent être réalisées avec le plus grand soin pour éviter toute nouvelle contamination. Il faut savoir que le matériel, quand il sort des laveurs désinfecteurs, il est il est très chaud d'une part, et il est facilement recontaminable. Donc, en zone d'atmosphère contrôlée, l'atmosphère est contrôlée, et donc on dit qu'elle est contrôlée statistiquement et elle est stérile, mais il faut le recomposer le plus vite possible de manière à diminuer le risque de recontamination. Alors, j'avais fait, c'était l'année dernière, j'avais fait une vidéo où j'avais pris une prothèse totale de hanche. Donc il faut savoir que pour une prothèse totale de hanche, qui sont faits en chir orthopédique, on remplace une hanche, pour une prothèse totale de hanche, on utilise à peu près 10 containers. Donc, vous allez voir un peu.
Donc c'est peut-être un peu long, peut-être que j'arrêterai au fur et à mesure, mais c'est pour vous montrer un peu comme quoi c'est spécifique et qu'il y a une certaine dextérité à avoir, une certaine expérience, et que c'est pas juste mettre à nettoyer comme ça, comme on pourrait le croire assez facilement. Donc on prend un porte en 4 étages. On est obligé, parce qu'il y a tous les paniers. Les paniers prennent beaucoup de place. Donc on est obligé de prendre un 4 étages. Donc là, c'est du matériel qui est pré-désinfecté. Qui est pré-désinfecté. Qui a été fait au bloc voilà, avant. Tout à fait. Ça, on le met. Et donc là, ça a déjà été rincé. Oui. Et on regarde s'il n'y a pas trop de choses. Ça, c'est Voilà. les paniers. Là, on regarde s'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de... Voilà. Ça, c'est ça comme ça. On prend la feuille pour voir s'il n'y a rien de marqué dessus. Avec tout ce qui a été utilisé. Donc celle-ci, elle est déjà partie. Voilà, avec tout ce qui a été utilisé dessus pour faire l'intervention. Ensuite, on prend nos bacs qui sont très lourds. Et voilà. Ça, c'est la boîte à piquant. Dedans, il y a toutes les petites boules qu'on ne doit pas perdre et il n'y a aucun piquant dedans. Ça, c'est un peu bête. Voilà. C'est le matériel qui a été pré-désinfecté et rincé. Voilà. Et on redonne le bac au bloc pour qu'il puisse le réutiliser. Voilà. On essore nos bacs. Il ne faut pas oublier quoi que ce soit. Donc la suite. Et pareil, pré-désinfecté. On n'a plus qu'à prendre, à poser. Alors, donc tout ça, c'est le matériel d'une PTH qui tient dans 9 à 10 containers. Oui. Voilà. Ça. Des choses. J'ai une autre boîte à piquant. Ça, c'est vraiment normalement la boîte à piquant. Voilà. Avec les piquants. Avec les piquants. Tous les piquants qui sont là. Il y en a là. Il y a ça. Les piquants. Voilà. Il y a tout ça. Et c'est le reste. Voilà. Là. Et après on va trier. Tout ce qui est à trier. Donc ça c'est les râpes. C'est les intermédiaires. Dernier parce que je l'ai refait tremper. D'accord, parce sales. qu'effectivement, on Voilà. a encore des morceaux de chair dessus. Voilà. Ça, c'est les râpes. Voilà. Ça tient pas mal de chair. Je vais vider le bon de charge. Je prends mon dernier bac. On a les vapeurs.
les moteurs. Qui sont mis à part. Voilà. Ça aussi. Et ça, c'est le moteur. Voilà, ça, on le met comme ça. Voilà. Les nez de moteur, on les prend, on les branche. On les branche pour que ce soit irrigué, pour que ce soit Voilà. bien nettoyé à l'intérieur. Voilà. Tout à fait. On met les moteurs qui sont déjà prêts. Je mets aussi. Voilà. Ces paniers, c'est ceux qui serviront à la recomposition, Voilà. mais qui doivent être lavés bien sûr entre Voilà. chaque intervention. Tout à fait. Les coquilles à l'endroit. Si on les laisse comme ça, quand ça va sortir côté lavage, Il y aura de l'eau. il y aura de l'eau dedans. Donc moi, je mets comme ça. Comme ça. On sépare les plastiques. On met autre part. Voilà. Qui sont déjà sur le portant. Ça prend pas de place dans nos paniers. Ils sont déjà bien chargés. Ça, on l'accroche avec un élastique. Oui, qu'on n'ait pas de caisse. Voilà, ça on l'attache avec un élastique. Voilà. Pour éviter que ça nous prenne. Piquant. En prenant soin d'ouvrir tous les ciseaux, toutes les pinces. Oui, Il faut bien que ça se lave correctement. Il faut bien regarder s'il n'y a pas de résidus aussi dans les petites rayures. Tout bien regarder. Voilà. Il n'y ait pas de scotch, de collant dessus. Que ça soit bien lisse, que ça soit bien... Ça nous arrive aussi. Voilà, il me reste une petite cuillère. Donc là, je vais mettre à tremper les râpes Qui sont pleines de chair. qui sont pleines. Là, je frotte les fesses. Je vais les faire tremper et les refrotter moi-même. Les piquants. On va prendre nos piquants. Les dire. Tout ce qui est vraiment piquant, on va les attacher ensemble. Comme ça, mes collègues de l'autre côté, ils savent que c'est du piquant. Il faut faire attention. Ouais. Tout ça pour vous montrer que c'est une étape assez complexe puisqu'il y a quand même beaucoup de manipulation, de manutention aussi.
puisqu'on essaie de faciliter l'ergonomie au travail du mieux qu'on peut. Mais les locaux sont ce qu'ils sont, donc on fait avec, et c'est pas toujours évident de diminuer le port de ces boîtes qui sont très lourdes. Il faut savoir que les boîtes qui constituent des PTH font facilement 10 kg. Donc quand on récupère le matériel dans les bacs, comme ça, c'est extrêmement lourd et c'est très long à traiter puisque vous avez vu le nombre de boîtes qu'on a. Parfois même, on les a mélangées. C'est encore plus complexe. Donc elles doivent vérifier qu'il ne reste pas de résidus puisqu'elles doivent les enlever avant, puisque s'il reste des résidus, le laveur désinfecteur n'enlève pas tout et ça risque de sécher sur le dispositif et que ce soit encore plus dur à enlever après, ou le risque même de recomposer une boîte avec un instrument qui ne serait pas propre. Ça peut arriver. On essaie de l'éviter au maximum bien sûr, mais on doit vérifier ça, mais il y en a parfois qui passent à l'as. Donc c'est assez intéressant quand même à savoir et à voir, sans regarder tout. Et donc là, je vous ai coupé, parce que j'ai pas tout mis, j'ai pas tout pris non plus en vidéo. Donc vous voyez que c'est quand même excessivement long et que ça se fait pas en 3 minutes. Ah oui. Alors ça, c'est les opérations de C'est parti. Et on a un chargement de deux laveurs qui passent. Vous pouvez filmer les nouveaux laveurs avec les nouveaux portants. Donc là, c'est juste les portants avec les conteneurs. Vous allez voir que chaque seul dans l'autoclave, dans le laveur de portants, la porte et on a un détecteur automatique sur le portant qui nous permet de lancer automatiquement. C'est vrai qu'au départ, on a eu les changements automatiques. On les aider un peu parce que ça est pas facile. Mais ça nous permet de faire plein d'autres choses pendant ça. Voilà, je vais finir avec vous, mais pendant ça, vous entendez le bip, c'est-à-dire qu'elle fait autre chose. Elle enregistre d'autres feuilles qui sont arrivées, d'autres matériels. Donc c'est vraiment pas du temps perdu. Avant, il fallait être là tout le temps à attendre que les laveurs aient fini pour pouvoir enclencher la suite. Donc là, on peut mettre des portants en attente et ça part tout seul. Voilà. Il reconnaît la cellule qui définit quel type de cellule. Donc voilà, donc là vous avez vu le lavage, donc la partie réception du matériel, lavage, tri des DM aussi et rangement sur les portants des laveurs désinfecteurs pour que ce soit lavé de manière le plus optimum possible et surtout pour que ce soit sec derrière. Donc ensuite, on va arriver au niveau du conditionnement, c'est-à-dire que vous avez vu là on a un mur de lavage, c'est-à-dire qu'on a un mur de laveur désinfecteur, on va passer de l'autre côté qui nécessite un habillage différent puisqu'on est en zone d'atmosphère contrôlée. Donc on doit avoir des tenues propres, Charlotte, masque en ce moment. On doit se laver les mains, enfin on a des conditions de travail qui sont un peu plus particulières. Et on a des missions au déchargement des laveurs désinfecteurs puisqu'on doit vérifier le nettoyage et les paramètres de lavage si c'est automatisé. Donc nous à Blois, on a deux types de supervision, aussi bien pour les laveurs désinfecteurs que pour les autoclaves, puisque nous avons la supervision du laveur désinfecteur et de l'autoclave en eux-mêmes, et on a aussi un logiciel de supervision globale avec des sondes propres à ce logiciel, ce qui fait que nous avons double vérification. Donc c'est quand même très intéressant pour nous parce qu'on est sûr de notre cycle de lavage ou notre cycle de stérilisation. Quand on prend le matériel, bien sûr, on va vérifier le séchage et on contrôle la fonctionnalité des instruments. En fait, il est important de vérifier la qualité du séchage, je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque les micro-organismes se reproduisent rapidement dans l'eau. Donc du coup, c'est très important de vérifier. Donc je vous ai mis la sortie du matériel.
ça se fait tout seul. Ensuite, pour qu'on reste dans le thème, c'est-à-dire que vous avez vu l'arrivée d'une prothèse totale de hanche, la fameuse PTH, avec nos 10 containers, donc qui sont tous lavés, le matériel qui est lavé. Et donc là, j'ai filmé un peu la sortie. Alors pas tout, c'est pareil, on va peut-être pas regarder en entier. Donc elle prépare tout de manière à ce qu'elle prépare pour le conditionnement ou la recomposition. C'est-à-dire que les agents de stérilisation vont refaire la boîte selon un modèle et selon leur expérience aussi, mais selon un modèle qu'on a dans un logiciel pour qu'on reconstitue toutes les boîtes pareilles, enfin toutes les boîtes d'un même type. C'est-à-dire que toutes les PTH de tel type vont être composées pareil. Toutes les boîtes de Célio vont être composées pareil. Donc l'intérêt du conditionnement, donc la recomposition, ça permet l'assemblage des instruments qui constituent une boîte. On a un logiciel qui permet la traçabilité des étapes et on a une aide qui constitue une aide
à la recomposition puisqu'on va avoir des photos. Je vous ai mis une photo de ça. Donc, par exemple, notre moteur Colibri, peu importe le numéro, vous savez ce qu'il y a dans la boîte du moteur Colibri. Il y a le moteur, mais il y a aussi le boîtier, il y a la pince coupante, il y a l'embout, etc. Et à chaque DM, vous avez la photo, en fait, quasiment. Donc, par exemple, la clé Colibri, c'est celui qui est surligné ici. Vous savez que la clé Colibri, c'est celui-ci. Et vous avez aussi la photo de tous les instruments et puis du rangement qu'on fait dans la boîte. Donc, ça, c'est une aide très importante. Et à chaque fois qu'on reconstitue, on coche le DM qu'on est en train d'installer ou qu'on vérifie pour dire « je l'ai bien mis ». Donc, c'est une aide à la recomposition. C'est-à-dire que les thermofileuses, elles sont qualifiées elles aussi une fois par an avec un organisme extérieur pour vérifier qu'elles soudent correctement. Et toutes les semaines, quotidiennement, on fait des tests. C'est des tests de coloration, c'est-à-dire qu'on soude. On fait des tests en mettant du colorant dans le sachet, on le soude et on regarde si le colorant il arrive à filtrer à l'intérieur. Si ça filtre, la thermosiodeuse elle n'est pas utilisée puisqu'on ne garantira pas l'étanchéité de notre sachet. Par contre, on fait aussi un test quotidien sur un test, c'est des tests commercialisés pour voir si on peut utiliser la soudeuse ou pas. En gros, vous avez des sachets comme ça. Là, je vous montre. Donc, soit c'est en simple ou en double sachet, puisque pour le bloc, on met en double sachet. Vous avez des sachets comme ça. Et on a un sens, puisqu'on a un sens de pelabilité de ces sachets, je vais vous expliquer. Le principe de ces sachets, c'est qu'on a un côté en plastique, qui lui est étanche, et puis un côté, une sorte de papier. Ce papier est important, puisqu'en fait, avec la chaleur, la pression et la vapeur d'eau, enfin la chaleur et la pression, ça va dilater les pores de ce papier, ce qui fait que la vapeur d'eau va pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces sachets. Pareil avec les filtres des containers et avec les papiers crêpes. Les papiers crêpes, c'est les papiers de couleur que vous pouvez voir ici comme ça. Donc la pénétration de la vapeur se fait par ouverture des pores de ces papiers. Quand il va y avoir la stérilisation, la vapeur d'eau va pouvoir du coup passer à l'intérieur et aller casser les protéines des organismes vivants. Puis, quand on va refaire le vide et qu'on va sécher le matériel dans l'autoclave, les pores vont se resserrer progressivement jusqu'à un refroidissement complet du papier. Une fois que le dispositif est complètement refroidi, le papier est complètement étanche et la garantie de la stérilité peut être garantie. Et sinon, on peut être assuré. Mais sinon, si les pores restent ouverts, on ne peut pas garantir la stérilité. Donc c'est très important aussi le séchage et le refroidissement de la charge. Ça permet de finir en fait ce processus de stérilisation. Donc ça, c'était les sachets. Vous avez aussi avoir un double crêpe, on peut avoir un simple crêpe avec sachet. Le plateau est devenu une qualité de prix. Vous voyez que c'est une certaine méthodologie, on appelle un village facteur. On doit pouvoir ouvrir les sachets de manière assez libre. Et il faut quand même une qualité de prix, pour les voir un peu plus. On peut avoir aussi du double crêpe. Double crêpe, c'est-à-dire qu'on emballe dans deux crêpes.
pas tout vous montrer parce que c'est assez long, mais on a la fameuse recomposition de notre PTH, là qui demande énormément de temps. Alors, je vais vous montrer d'abord, en fait, nos crêpes. Donc, les doubles crêpes, par exemple, vous voyez, donc celui-là, il n'a pas encore été stérilisé, je les deux à chaque fois. Donc, je vous montre un peu la différence. Donc, vous voyez les étiquettes et le scotch avant stérilisation, et puis la même chose, les étiquettes et le scotch après stérilisation. D'accord? Vous voyez que le scotch, on a un marqueur dessus, donc on sait du premier coup d'œil que c'est passé en sté, et pareil pour les étiquettes. C'est bleu avant et c'est noir après. Ok? Et puis le papier est différent. Ensuite, pour ouvrir de manière aseptique, il suffit d'ouvrir les scotch là. Et vous avez ici, pour ne pas toucher, vous avez un pliage enveloppe qui permet de déplier sans toucher au matériel et de pouvoir déplier de façon le plus aseptique possible. Vous avez intérêt d'avoir les petites languettes. Hop, donc vous dépliez le premier. Et puis il y a le deuxième derrière, puisqu'on est un double crêpe. Hop, et vous avez votre plateau. Bon, c'est un plateau petite couture, mais peu importe. Vous avez votre plateau à l'intérieur. Hop. Pareil pour les sachets. Vous avez donc les sachets qui ne sont pas encore passés. Donc l'étiquette elle est bleue aussi et puis le papier est comme ça. Une fois qu'il est passé, vous voyez que le papier est beaucoup plus froissé et vous avez votre étiquette qui est noire. Même et puis vous avez vos fameux containers. Donc là, par exemple, le conteneur, là. Le conteneur, donc là, vous avez l'intégrité du conteneur qui est regardée. Là, c'est un conteneur qui est déjà passé, donc un test, qui est déjà passé parce que l'étiquette elle est noire. Il y a toujours un scellé pour dire qu'elle est scellée et qu'elle n'a pas été ouverte. Donc il y a différents types de scellés. S'il est jaune, c'est que la boîte est complète. S'il est rouge, c'est qu'il y a un manquant. Et dans ces cas-là, le manquant est indiqué sur l'étiquette, mais il faut aller rechercher quel manquant c'est pour savoir si c'est bloquant ou pas pour utiliser la boîte. Et puis, il suffit d'ouvrir ensuite pour utiliser la boîte. Et à l'intérieur, vous avez ici quelque chose qu'il faut vérifier, c'est le filtre avec le porte-filtre. Et si le porte-filtre est tombé, vous ne pouvez pas utiliser la boîte puisque la stérilité n'est pas garantie. En fait, ici, vous avez des trous et le filtre permet de garantir la stérilité du dispositif médical. Et pareil, à l'intérieur, on a un crêpe qui permet de faire un double emballage. Hop. On ne touche surtout pas au matériel, on ouvre comme ça. Vous avez du coup, et vous avez le plateau qui se trouve ici, à l'intérieur. Moi je remets ça comme ça pour le ramener, mais c'était juste pour vous montrer un exemple. Alors le conditionnement de la PTH. On va regarder un petit peu. Tous les plateaux de composition. Tout détaillé, elle fait le tri de toute sa boîte. Il y a un ordre pour ranger.
va faire les tiges. Ce sont des râpes fémorales. Où on doit contrôler tous les petits interstices sur chaque râpe pour ne pas laisser de l'os. En attendant, j'ai grossi un peu la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle des tiges d'essai. Tiges d'essai fémorales. La taille de la prothèse qu'il faudra. Voilà. C'est pour faire des essais, pour après poser les implants définitifs. Il y a un numéro qui correspond à chaque taille d'essai. Ce qui permettra après à l'IBOD d'aller chercher l'implant définitif qui correspond à la taille que le chirurgien lui aura indiquée. On n'ouvre que lorsque les mesures sont faites. Voilà, et on regarde qu'elle soit propre, intègre, pas abîmée. Voilà. 3. Ça va là. T'as des cupules ovales, Marie? Je fais en sorte de ne pas mettre les instruments là-dessus pour pas que quand on prenne les instruments, que ça fasse sauter les cols. Parce que si on perd un col, on ne peut pas poser la prothèse. Les essais, voilà. D'accord ? Voilà un plateau. Voilà. Je mets là. Voilà. Ensuite, je vais passer ici. Ça, c'est un genre d'impacteur. On contrôle toujours que la vis soit bien maintenue. Toujours à rond. Il ne faut pas la perdre dans le champ opératoire. Important. Contrôle que ce soit fonctionnel, propre. Ça, c'est sa place. D'accord ? Ça, c'est là, toujours. On va pas rentrer trop dans les détails. Hop, ça ici. Voilà. Après, vient ça. Vous voyez qu'il faut quand même une certaine dextérité et une certaine habitude. Bon, là, c'était une infirmière qui l'a fait, qui est partie à la retraite de les essais. Voilà. On va faire celui-ci, la petite complète. Toujours pareil. Alors, là, il faut que je trouve les zinzins. Une tige directionnelle. Ça va comme ça, on a 3. Tu y arrives, Catherine? Ça y est. Après, pareil. Chaque essai reçoit une collerette. Après, qui est identifiée, je vous en promets une si on peut le voir, mais je ne sais pas. C'est tellement petit que vous n'allez peut-être pas pouvoir la voir. On voit légèrement 52, 54. Ça ressortira, mais j'espère. Ouais. Qui vient s'adapter pour les essais sur la petite. Par contre, je trouve celle-là, 46, pour moi, c'est. En plus, le deal, c'est qu'il faut vraiment bien la positionner. Il ne faut pas la mettre comme ça, au-dessus. Il
pourront pas travailler avec si elle est légèrement escroissante. Il faut vraiment bien la caler le long de la sphère, quoi, pour les essais, la demi-sphère. C'est un petit peu 48. Voilà. Panier pour un auteur. On va pas faire voir l'intitulé parce qu'il n'est pas beau. Contrôle le joint, l'intégrité du joint. C'est une scie. Pour éviter que le joint interne soit collabé, il faut toujours qu'on le décolle. Normalement, on contrôle la référence de la scie et son numéro de lot. Voilà. Alors, naturellement, on peut laisser passer la vapeur au niveau de la pose de la lame. Donc, on le laisse ouvert. Parce que sinon, si on ferme, ça fait ça. La vapeur ne passe pas. Il faut laisser ouvert. Voilà. Ça prend forme un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce que je fais? Je suis moteur. Ça, c'est ce qu'on appelle un moteur multifonction. Toujours même principe. On contrôle la référence, le numéro de lot. Je suis dedans. La référence, c'est ça même. Et là, alors, il y en a des fois certains, c'est là. C'est un numéro de lot. D'accord? Voilà. Naturellement, chaque nez va s'adapter. Celui-là, je ne connais pas trop. Idem pour le reste des nez et surtout le nez de Jacob, on contrôle qu'il soit fonctionnel et que la clé s'adapte bien. Surtout laisser l'embout du nez de Jacob ouvert, pareil, pour que la vapeur puisse passer dans tout le dispositif. Ça, c'est bon. D'accord. Voilà. Alors, vous voyez, alors, je ne peux pas tout vous mettre, mais vous voyez, c'est quand même... Agent a un code spécifique, d'accord, pour ouvrir. Voilà. Suivi d'une barre sur recomposition. Et nous allons dans la spécialité qui est choisie. Celle-ci, c'est de l'orthopédie, naturellement. Voilà. Et chaque composition correspond à une appellation. D'accord? Et voilà. Et nous avons d'abord le listing, avec chaque élément avec son numéro de référence, plus le support d'une photo. Voilà. En finale, lorsque la composition est terminée, on valide. Et nous récupérons l'étiquette de la composition, où est inscrit naturellement le nom de la composition, avec le service, la date de péremption sur un an, 38-2018 jusqu'au 38-2019, et le numéro de lot, la signature de l'agent qui a créé la boîte. Naturellement, stérile, important. La bande bleue va à l'autoclave passer au noir. C'est un témoin visuel d'autoclavage de la composition, très important à contrôler lors de la sortie de l'autoclave. Si je peux faire ça, Voilà, bon, elle explique tout, mais c'est vrai que c'est intéressant. Une enveloppe supplémentaire. Trait de verre. Passage à vapeur. On met la composition qui correspond. Voilà. On ferme. On fait un pliage enveloppe. Naturellement, il ne faut pas que les bouts du crêpe dépassent du conteneur, sinon la composition n'est pas considérée stérile.
Ce pliage permet de passer la vapeur dans tous les interstices. On contrôle l'intégrité de la fermeture. Après, on dispose les étiquettes. Autocollante sur une petite porte-étiquette. Avec 2 scellés, un à l'avant, un à l'arrière. Voilà, et après, la composition qui vient d'être faite va être mise en... hop. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, que l'emballage, ça constitue une barrière stérile autour du dispositif médical. Il a donc plusieurs rôles pour conditionner les instruments, pour, avant la stérilisation, de protéger le DM propre d'un risque de recontamination. C'est-à-dire que, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en sortant du laveur désinfecteur, il fallait que ce soit recomposé le plus rapidement possible pour éviter la recontamination. Le fait que ce soit recomposé et mis dans un emballage, donc soit un conteneur, soit des sachets, soit du double crêpe, ça permet de le protéger d'une recontamination éventuelle. Pendant la stérilisation, cet emballage il permet de laisser passer l'agent de stérilisation. Donc tous les emballages ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on avait un stérilisateur à basse température type Stérad, il nous faudrait des emballages différents que ceux qu'on a actuellement, qu'on utilise pour la stérilisation à la vapeur d'eau. Et puis après la stérilisation, il conserve l'état stérile autour des DM et il permet la mise à disposition aseptique du dispositif. Donc c'est des emballages à usage unique, fermés par scellage ou à l'aide d'un ruban adhésif. L'emballage réutilisable est plutôt réservé au conditionnement de l'instrumentation. L'utilisateur est responsable de la validation de l'emballage, c'est-à-dire qu'on regarde quand on fait nos soudures, et en particulier, il doit toujours vérifier la qualité de la fermeture de chaque emballage, ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est une étape essentielle. Il est effectué le plus précocement possible après le nettoyage, et la vérification du bon état des dispositifs est une étape à réaliser avec attention. Ce que je vous ai dit en tout début d'intervention, c'est que si lors d'une opération, le chirurgien ne peut pas utiliser le DM qui est en un seul exemplaire parce qu'il est mal lavé ou mal remonté ou abîmé, le patient est sur la table d'opération, parfois endormi, et il ne peut pas faire l'intervention si on n'a pas détecté le défaut avant. Donc l'étape de conditionnement est très importante pour éviter ce genre de déboires. Et donc ça nécessite une rigueur et un soin particulier, vous l'avez vu. Bon, alors tout ça, c'est régulièrement vérifié, c'est soumis à des normes, on achète ça chez des entreprises qui sont spécifiques. Et puis, la fermeture de chaque emballage est contrôlée et ça fait l'objet de vérifications annuelles. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, les types d'emballage, vous l'avez vu, les containers, la vérification d'un dispositif médical, on dispose de loupes pour bien vérifier que les griffes, par exemple, d'une pince sont toujours correctes ou qu'il n'y a pas de bout de chair ou d'os qui reste. Les câbles de lumière froide qui doivent être enroulés, les DM qui doivent être mis d'une certaine manière. Et puis ensuite, on a l'installation dans l'autoclave. Vous voyez nos emballages qui sont mis d'une certaine manière. Donc pareil, il y a des règles qui existent pour que ce soit stérilisé de la meilleure manière possible et qu'il n'y ait surtout pas de condensation qui se fasse. Donc on pose les emballages d'une certaine manière et dans un certain ordre. Voilà, je vous ai juste mis...
rentrer dans les détails parce que ça n'a pas tellement d'importance. Regardez plutôt le petit film dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une production de vapeur avec un générateur. Peu importe, ça, franchement, ne retenez pas le côté technique de l'autoclave, retenez juste que c'est la stérilisation par la vapeur d'eau qui est saturée. Ensuite, on a la zone de déchargement stérile, donc c'est le même principe, on a une séparation puisque le matériel sort stérile, toujours ce respect de la marche en avant. Les points de vérification, donc on a un temps de refroidissement qui est très important, et les points de vérification, c'est bien sûr que la charge soit sèche. L'intégrité des emballages, parce que je vous ai dit que s'il y avait un trou dans un crêpe ou dans un sachet ou un porte-fil qui était tombé, l'emballage n'est plus intègre et donc la stérilité n'est plus garantie. Donc on repasse en arrière. On vérifie les indicateurs de passage sur les emballages, c'est-à-dire nos étiquettes, que notre étiquette elle soit bien noire et pas bleue. Et puis on valide le graphique de stérilisation. Donc on a un temps de refroidissement qui est obligatoire et que je tiens à ce qu'on respecte, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que les emballages, il y avait des pores qui s'ouvraient avec la chaleur pour laisser pénétrer la vapeur d'eau et les pores se refermaient en refroidissant. Donc le refroidissement dans une zone atmosphère contrôlée dite stérile est hyper important puisque ça permet de garantir la stérilité du dispositif, puisqu'une fois que la barrière est étanche et que c'est complètement refroidi, il n'y a plus de soucis. Donc le refroidissement est très important. Donc d'une part pour la contamination bactérienne et puis aussi pour les brûlures, c'est-à-dire brûlure du chirurgien ou brûlure du patient si on utilise l'EDM trop tôt qui n'aurait pas eu le temps de refroidir suffisamment. Dans la zone, ça je vous ai déjà mis, le déchargement que je vous ai mis. Là, je vous ai expliqué, mais on en a déjà parlé de la validation de la charge. Donc, tous les agents qui passent au niveau de l'autoclave ont été formés à la validation de la charge des autoclaves, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'habilitation aux autoclaves qui est réalisée. C'est une formation qui est obligatoire pour pouvoir passer sur le poste d'autoclave, pour apprendre notamment la sécurité aussi par rapport à ces engins. Et donc le cycle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait la phase de pré-traitement avec des successions de vide et injection de vapeur. On a le plateau de stérilisation pendant 18 minutes à 134 degrés. Et puis on a le séchage et puis surtout le retour à pression atmosphérique parce que vous ne pourriez pas ouvrir l'autoclave s'il n'y avait pas un retour à la pression atmosphérique, sinon ce serait un peu compliqué. Ensuite, on a une distribution et un stockage. Alors nous, ici à Blois, on a très peu de stockage. Oui, c'était quelques petites choses qu'on avait avant à Blois, mais on n'a quasiment plus rien puisqu'on a préféré mettre des dotations dans les services de soins. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir de stock chez nous pour leur redonner de suite. Ils ont ce qu'il faut pour tourner. Donc du coup, on a très peu de stock chez nous en bas, à part les gros éléments. Et puis ça, c'est un exemple de stockage dans un bloc opératoire. Donc les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière indiquent que l'emballage comporte une date limite d'utilisation. Donc ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc on a toujours une date limite d'utilisation qui est définie par les moyens de vérification des cycles de stérilisation. Donc nous, comme on a double vérification, les conditions de stockage, etc. Nous, pour le moment, pour le bloc opératoire en double emballage, on est sur 1 an de péremption, ce qui est beaucoup, mais on a des conditions quand même assez favorables, sauf pour le stockage. Et puis, on a 6 mois pour les services de soins en simple emballage.
Mais tout ça, c'est pas défini au hasard. C'est-à-dire qu'on a des abacs et on a des abacs qui nous permettent de calculer la durée de stérilité qu'on peut donner à nos dispositifs médicaux. Le transport, ça doit permettre le maintien de l'état stérile. Vous vous doutez bien qu'on a un circuit individualisé propre et sale, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le matériel propre au milieu du monte charge qui a reçu le matériel sale, on a un ascenseur exprès. Le chargement est bien protégé, arrimé, non tassé, parce que si on met tous les sachets les uns sur les autres, calés, et puis on pousse avec le pied pour que ça rentre, déjà c'est pas propre, puis en plus, et ben, ça abîme les emballages, du coup ils ne sont plus intègres et ce n'est plus stérile. Et puis on a une traçabilité de tout ce qu'on fait. Donc ça, le logiciel métier que nous avons nous aide énormément puisque ça permet de tracer de la réception du dispositif médical jusqu'à la distribution au service de soins ou au bloc opératoire. Donc tous ces logiciels sont extrêmement importants de nos jours. Donc le stockage ne doit pas nuire à la qualité des produits, donc ça doit permettre le maintien de l'état stérile en évitant toute fragilisation de l'emballage et en évitant toute source de recontamination. Bon, ça c'est le principe de la gestion des stocks, c'est-à-dire qu'on utilise celui qui a été stérilisé en premier, c'est-à-dire le first in, first out. C'est-à-dire que quand on range, celui qui vient d'être stérilisé, on le met derrière pour utiliser celui qui a été stérilisé avant. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas que pour le matériel stérile, c'est pour tout. Donc c'est ce que je vous expliquais, la durée de validité de l'état stérile, ça dépend de plusieurs facteurs, du type d'emballage, des conditions de transport et de manipulation, les conditions de stockage, et selon les conditions de fonctionnement de l'établissement, etc. Où c'est vrai qu'on a peu de transport puisqu'on a juste un ascenseur, mais il y a des établissements où c'est des stérilisations centrales qui sont décentralisées des établissements de santé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de transport en camion, etc. Donc il y a beaucoup plus de manipulation, le temps de conservation du coup est plus court. Et puis on a bien sûr une traçabilité qui est indispensable, puisque on doit être capable de savoir quel dispositif médical est arrivé à telle date, il a été dans quel laveur, il a été dans quel cycle d'autoclave, par qui il a été recomposé, quand, comment, etc., etc., etc. Ça fait partie de notre réglementation. Donc comme ça fait partie des procédés spéciaux, il est nécessaire d'effectuer la traçabilité, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité au moyen d'une identification enregistrée. Bien sûr, ça concourt à la matériovigilance, puisqu'on peut très bien avoir un matériel, même s'il est réutilisable, qui soit retiré parce qu'on a tel numéro de série, par exemple d'un optique qui est défectueux, on nous demande de le retrouver, on doit pouvoir tracer son utilisation. Et puis ça permet, par l'enregistrement et l'archivage de documents écrits et informatiques, d'identifier, de suivre les dispositifs médicaux de la phase de réception jusqu'à la phase de livraison. Alors en pratique, les photos sont un peu vieilles mais peu importe. Vous avez ici une cupule stérilisée dans un emballage simple et on a ce qu'on appelle un sens de pelabilité. Voilà, c'est pas une cupule, peu importe. Celui-ci par exemple. C'est une sens de péant, peu importe. Vous avez un sens de pelabilité. Le sens de pelabilité, c'est celui où il y a la flèche en fait. Vous voyez l'espèce de flèche ici. Donc il faut toujours ouvrir dans ce sens-là, de manière aseptique, en ouvrant comme ça, et de manière à ce que le chirurgien ou l'infirmière qui va faire le soin puisse s'attraper, là en l'occurrence la pince ou le DM, peu importe, sans que l'autre puisse s'y toucher. Donc là, elle va pouvoir attraper par là et le prendre comme ça. Dans ces cas-là, pour pouvoir l'utiliser. On a un sens de pelabilité. Donc ça implique que quand on fait le conditionnement, il faut mettre le dispositif médical dans l'autre sens. Si j'avais mis ma pince de péant dans l'autre sens au moment de la soudure, quand j'aurais ouvert dans le sens de pelabilité, j'aurais été embêté. Voilà, ça je vous l'ai déjà montré. Ça c'est l'étiquette, donc on vous a déjà expliqué avec le type de boîte, le service, quand est-ce que ça a été fait, par qui, la date de péremption, donc nous c'est 1 an, le fait que tout soit stérile, donc tout ça c'est très important. Vous avez aussi, alors là j'ai pas, mais vous avez aussi des sets de soins qui sont déjà tout faits. Donc bien sûr il faut vérifier la date de péremption. Alors exprès j'ai mis une date un peu vieille, en 2013, comme quoi c'est stérile. Vous voyez que c'est de l'usage unique, donc le 2 il est barré.
Vous voyez ce que c'est un set de détertion avec une cupule 120 ml, une cupule 60, 2 essuie-mains, 4 compresses non tissées, etc., etc. Et vous voyez là, sous air tenu, stérile EO, ça veut dire oxyde d'éthylène. Et puis, si vous voulez regarder un peu plus précisément, il y a des petits films qui existent sur YouTube sur la stérilisation. Alors, moi, j'essaie de vous mettre des films au maximum pour essayer que ce soit parlant, parce que c'est pas évident d'expliquer la stérilisation comme ça sans voir, mais on ne peut pas faire visiter à tous les élèves la stérilisation parce qu'on s'en sortirait pas. Il faut faire des petits groupes de 4 ou 5 maxi pour respecter les flux d'air. Donc j'essaie de faire un maximum de films, mais il existe aussi des films très bien faits sur YouTube. Il y en a notamment un d'octobre 2019, qui s'appelle Stérilisation de l'hôpital à la PHM, c'est les hôpitaux de Marseille qui ont fait un petit film qui dure 3-4 minutes et qui est très bien expliqué aussi pour que vous compreniez bien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revoir avec les intervenants pour qu'on puisse avoir les questions par mail, puisque cette année on ne se voit pas. Donc n'hésitez pas, c'est un cours qui du coup n'est pas très interactif, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pour qu'on puisse éclaircir vos zones d'ombre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.